Quand même. Dans le système solaire, on a les autres planètes qui ont aussi des impacts. Je parle de Mars, par exemple. Mars a deux lunes, Phobos et Deimos. La plus grande fait 25 km. Il n'y a pas d'effet gravitationnel fort de Phobos sur Mars. Et donc, Mars a cette évolution chaotique. On a pu voir les effets de cette évolution chaotique sur Mars, et ce n'est pas avec des périodes de 2 milliards d'années, mais de 2 millions d'années. Sur une période de 2 millions d'années, les calottes polaires martiennes sont entièrement vaporisées, se reforment ailleurs, près de l'équateur en fait. On a pu mesurer cela, on l'a détecté avec les missions qu'on a faites sur Mars, et on s'aperçoit à ce moment-là que rien de l'évolution chimique que l'on a connue sur Terre n'est possible, parce qu'une période de quelques millions d'années seulement, pour faire varier le climat d'une manière extraordinairement forte, suffit à empêcher un certain type d'évolution. Mais l'autre chose importante, c'est sur l'origine même de l'eau que l'on boit. D'ailleurs, je vais en boire un peu. D'où vient l'eau ici ? Pourquoi il y a de l'eau sur Terre ? Pourquoi il y a de l'eau dans des océans ? Pourquoi les océans sont stables sur Terre, etc. Qui a été essentiel, je ne vais même pas parler de la vie, mais pour l'évolution chimique. C'est directement lié à une propriété en fait, indirecte de cet impact. Quand il y a eu l'impact, il y a eu un énorme magma. L'eau était déjà là avant parce que l'eau a été accrétée par des grains de glace qui sont venus très tôt. Et donc, quand il y a eu cet impact, quelques dizaines de millions d'années après la formation de la Terre, intuitivement, vous vous dites, s'il y a un impact, l'eau, elle se barre. C'est exactement le contraire. L'eau était retenue dans le magma, et quand le magma s'est refermé sur lui-même, il est monté en surface, une partie de l'eau, quelques pourcents seulement, mais ils ont trouvé une atmosphère qui, justement, compte tenu de l'impact, a fait que l'eau était stable. Et nos océans se sont formés très tôt dans l'histoire. Contrairement à ce qu'on dit, s'il y a eu de la vie qui est apparue très tôt, c'était peut-être quelques centaines de millions d'années seulement après la formation. Donc c'est un bénéfice collatéral de la présence de la Lune. Absolument. Et l'autre partie de l'eau est restée dans mais justement, c'est pour débattre. L'autre partie de l'eau est restée dans le manteau supérieur. Et c'est ça qui est à l'origine de la tectonique et d'une tectonique particulière. Si on en avait plus ou moins, parce que le degré d'hydratation change la viscosité des roches. Et donc, si on a, nous, 10 plaques, 10 grandes plaques, et non pas des milliers, peut-être comme sur Vénus ou une seule sur Mars, c'est directement lié à cet impact. Et sans la tectonique, non pas sans la tectonique, sans cette tectonique-là, l'essentiel des propriétés de la Terre, après, vous ne les avez pas. Donc, oui, quand on rentre sur... On va laisser encore Michel réagir. Absolument. Oui, il me semble que le débat ici est beaucoup parce que, comment dire, tu as énormément de données sur un système, le système solaire. Remarquons que quand on compare Mars et la Terre, c'est difficile parce que Mars est tellement petite qu'elle a perdu l'essentiel de son atmosphère. Hein. Donc, comment dire, il y a déjà... La comparaison de Mars et de la Terre est toujours assez difficile. L'autre chose, le point fondamental, c'est que est-ce qu'on ose extrapoler les particularités du système solaire, les circonstances détaillées qui se sont passées, à un ensemble de l'ordre de 100 milliards ou 1 milliard, ou 10 milliards, je ne sais pas. Comment dire, ça me paraît incroyablement difficile de dire il y a eu un impact particulier dont l'effet n'est même pas prouvé, qu'il soit vraiment important, décisif, je veux dire, comme ça, comment dire, l'extrapoler à 1 ou 10 milliards. C'est comme dire, ça me paraît affirmer on est les seuls à une planète ayant du vivant sur sa Terre, quand on part d'un objet et on l'extrapole. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un dans la rue qui a un grain de beauté juste exactement au bout de son nez. Et vous dites, eh bien, il n'y a personne d'autre sur la Terre qui doit l'avoir au même endroit. Parce que ça résulte de beaucoup de propriétés de l'ADN, etc., qui ont fait que cette particularité soit apparue. Je crois que le point essentiel entre nous deux, c'est cette différence, c'est-à-dire notre capacité d'extrapoler différentes particularités du système solaire à un ensemble qui est 1 milliard ou 10 milliards de fois plus grand. Mais c'est exactement le contraire. Je suis content que tu dises ça parce que ça se mord la queue. Tu dis, toi, on ne peut pas extrapoler. Mais c'est exactement ce que je dis. Or, toi, tu extrapoles quelque chose. Tu extrapoles le fait que la Terre, elle puisse être ailleurs. Donc, tu extrapoles précisément... J'admets qu'elle existe, qu'elle puisse exister. Oui, ça veut dire que tu considères que tu extrapoles exactement l'ensemble des conditions qui ont fait...
Tu es en train de dire que l'ensemble de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, y compris le fait qu'on est en train d'en causer, dire éventuellement des bêtises ici et qu'il y a des gens qui rigolent, peut se retrouver ailleurs. Donc tu extrapoles quelque chose. Moi, je dis que précisément, malgré le grand nombre, ou peut-être à cause du grand nombre des choses, pareil pour le grain de beauté, tu prends une propriété toute seule, je te dis la taille, etc. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Le problème, c'est que la Terre n'est pas caractérisée par une propriété. C'est un ensemble très vaste d'événements qui tous sont du hasard en sens où ils ne sont pas prédictibles. Et parce qu'ils ne sont pas prédictibles, eh bien, le choc avec Theia, la trajectoire de Theia était parfaitement déterministe. Simplement, on ne sait pas d'où il venait. La trajectoire de la Terre était déterministe. Donc, mais vous pouvez intervenir la quand vous rencontre voulez, entre Michel, les deux... Peut-être juste une question. Ouais. Actuellement, il y a un gros effort qui est fait dans le domaine du système des explorations spatiales dans le système solaire pour chercher des traces de vie, soit sur Mars, des traces peut-être discrètes, anciennes et tout, ou à la limite, dans le futur, sur Europa. Donc, tu penses que c'est vain comme démarche? Oui et non. Ce n'est pas vain, et moi j'y participe. Donc j'ai des expériences qui vont partir sur Mars dans quelques temps. Là, on essaye d'ailleurs. C'est les raisons mêmes pour lesquelles on cherche qui est différent. Et à nouveau, ce n'est pas un problème de sémantique. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Si on va rechercher s'il y a des dinosaures et des mouches qui volent ailleurs, c'est vain. Mais c'est plus ça maintenant. On ne fait plus. Moi, j'ai travaillé sur Mars depuis de longues années. On cherche quoi? De la chimie organique? On essaye de comprendre quelle est, avec des ingrédients qui sont les mêmes, qui sont venus de l'espace, qui étaient déjà des macromolécules. Comme je le disais en aparté tout à l'heure, on a même trouvé sur ce qu'on fait sur des grains cométaires ou des grains astéroïdaux qu'on a, on a même trouvé justement des particularités qui font que finalement, on a en particulier, pour ceux qui le savent, du phosphore dans l'ADN et dans l'ARN, et on a enfin compris d'où vient la possibilité de libérer l'ion phosphore. Et c'est une propriété très particulière de certains grains formés très loin dans le système solaire qui a pu être injecté dans le système terrestre à un moment donné. Donc, pourquoi on va chercher des choses sur Mars, sur les comètes, etc. C'est pas pour retrouver la même chose, c'est pour essayer de comprendre comment de mêmes ingrédients tombant sur Terre, par exemple pour l'histoire de la chiralité, s'il y en a qui savent ce que c'est, ont pu aboutir sur Terre à une propriété unique qui est par exemple l'homochiralité. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, tous les acides aminés sont gauche et les sucres sont droits, etc. Qu'est-ce qui fait sur Terre qu'à partir de choses initiales qui pouvaient être les mêmes de ce qui est tombé sur Mars, sur Vénus, etc., sur Terre, l'évolution de cette chimie a abouti à ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas pour retrouver le point final, c'est pour essayer de retrouver dans toutes les étapes qui ont jalonné l'évolution de la chimie du carbone dans l'univers, il y a eu des bifurcations en permanence, dont certaines qui sont liées à l'évolution de la Terre, entre autres avec ce qu'étaient les océans. Parce que la force des océans terrestres, ce n'est pas qu'il y avait de l'eau. L'eau, il y en a partout. Ce n'est pas l'eau qui est intéressante. Vous mettez un poisson rouge dans un aquarium où il n'y a que de l'eau, il meurt. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'aquarium. C'est ce que vous mettez, c'est les ingrédients. Quels étaient les ingrédients dans l'eau initiale de la Terre, au niveau des catalyseurs, etc., qui, prenant ces choses-là, ont fait évoluer. Il y a des bifurcations au sens darwinien du terme. C'est le contexte qui, à un moment donné, va dire « je prends ça ». Et ça, c'est pas reproductible. Et ça, on ne peut pas l'avoir dans un autre système. Ça fait partie de ce qu'il faut rajouter. Bien sûr que chacun, en soi, peut être. Mais la Terre, c'est une succession, c'est une séquence dans un ordre bien déterminé, mais qui n'était pas imprimé, il n'y a pas de sens à l'évolution. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est cette succession de hasard qui, pour vous, est fortement improbable à retrouver. Nous sommes le résultat de ça. D'accord. On va. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu journaliste au point? Ouais. C'est pas seulement. D'abord, c'est l'histoire d'une rencontre. Non, je plaisante. C'est exactement ça. Mais c'est probablement le cas aussi. Plus plein d'autres choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette rencontre? Qu'est-ce qui fait que les gens sont venus là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Et ben, comment vous avez su que ça existait, etc. Voilà. Oui, j'aimerais dire juste une chose. Il n'y a pas une composition chimique de l'eau sur Terre. Si vous regardez la diversité des milieux, 510 milliards de kilomètres carrés sur Terre, avec des pH qui sont incroyablement différents, des températures qui sont incroyablement, des compositions chimiques complètement différentes. Donc, actuellement, personne n'a fait de la chimie pendant 1 milliard d'années sur 510 millions de kilomètres carrés, comme ça. Simplement, on n'a jamais cette expérience-là. Donc, vouloir dire le résultat de cette complexité n'a pu arriver au vivant que ici et nulle part ailleurs sur les autres milliards de sites potentiels. C'est là, je crois, qu'il y a le point différent. C'est comme ça. Ça, c'est un des points que je voulais souligner. Puis l'autre, j'ai oublié. J'y reviendrai.
C'est mon tour ? Oui. Oui, mais à nouveau, on est, je pense, d'accord sur énormément de choses, sur la richesse de la diversité, etc. Ce que moi, j'essaye de dire que tu ne souhaites pas dire, c'est que tout ce que l'on voit, ce que nous sommes, ce que la Terre est devenue, etc., résulte de cet enchevêtrement très compliqué, de toutes les bifurcations qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Eh bien, on ne peut pas en extraire une simplement. Par exemple, la notion de prébiotique. Beaucoup de gens disent on va rechercher des molécules prébiotiques. Mais le concept même est faux. Une molécule donnée ne garantit pas que ça va te donner de la vie après. Ce n'est pas parce que dans le cheminement qui va vers le vivant qu'il y a des étapes, que cette étape-là va conditionner, déterminer le fait que finalement, il va y avoir ça. Est-ce que tous les deux, vous avez la même définition de ce qu'on entend en tant qu'astrophysicien par le vivant ? Eh ben, voilà. Déjà, parce que vous n'avez pas la même définition. Michel, c'est quoi vos définitions ? Je vais raconter juste une anecdote. J'étais à une conférence d'exobiologie l'année passée à La Palma au mois de mars. Et puis, je faisais la conférence au début de cette réunion. Et à la fin, un exobiologiste, un biologiste, m'a posé la question, justement exactement la même, comment définissez le vivant ? Et j'ai eu la prudence de dire que je ne savais pas, et tout le monde a applaudi. Donc je crois que dans la communauté des exobiologistes, il manque une définition. C'est simplement une ouverture d'esprit aux possibilités de ce que peut être le vivant dans l'univers. Alors après, on peut avoir une vision plus restrictive basée sur notre connaissance, et se dire, si ça a marché actuellement déjà, que la chimie basée sur le carbone, la double hélice, etc. Mais les chimistes sont capables de faire d'autres double hélices, etc. Par exemple. Alors là, déjà, on a une restriction de ce que pourrait être le vivant, mais il y a des personnes qui admettent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'aimerais alors élargir un point. Il y a actuellement, mais je ne suis pas très compétent dans le domaine, pas du tout même, c'est la chimie de synthèse. Actuellement, il y a des chimistes comme Shostak et d'autres qui développent, qui essayent de comprendre des réseaux de réactions chimiques qui conduisent à l'ARN ou à d'autres molécules du vivant. Et simplement, et c'était une vision qui était développée déjà par Christian de Duve, prix Nobel de biologie, il y a 20 ou 30 ans, à savoir que le vivant résulte d'un faisceau de réactions faciles, élémentaires, qui produisent avec une probabilité. Ce n'est pas des choses miraculeuses. Simplement, c'est compliqué. Et actuellement, il y a une discipline de recherche extrêmement vivante qui est d'essayer de construire ces réseaux pour voir si au niveau simplement de la faisabilité chimique, eh bien, on arrive à construire le vivant. On n'est pas encore à construire une cellule, c'est pas ça, mais de construire, de voir que des réseaux de réactions relativement avec une probabilité élevés peuvent arriver à des choses intéressantes du vivant. Donc c'est juste pour dire, moi je suis avant tout d'une très grande prudence dans ce domaine-là, à savoir, et c'est pour ça que j'ai introduit ces changements d'idées qui ont eu lieu il y a moins d'un siècle, où on change d'idée complètement sur ces sujets-là. Jean-Pierre, sur votre définition du vivant, en toute modestie. Alors, oui, c'est ça, bien sûr, de la même manière. Non, mais je crois que c'est la question clé. De même que je disais pour la Terre, la question de savoir s'il y a d'autres terres dépend de ce qu'on recherche, c'est-à-dire de la définition de la Terre qu'on prend. Si c'est une planète autour d'une étoile, on l'a déjà dit, il y en a autant qu'on veut. Mais je pense qu'avec l'affinement des mesures que l'on fait, on peut maintenant caractériser la Terre, au sens où elle a permis, par exemple, son évolution à cette réunion aujourd'hui, par un faisceau de choses dont la probabilité chute énormément dès qu'on comprend réellement toutes les bifurcations. Eh bien, pour le vivant, c'est la même chose en pire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mot vivant lui-même, moi aussi, pour faire ce livre en particulier, la moitié c'est sur cette question-là, donc j'ai discuté avec énormément de biologistes, j'ai fait plein de réunions, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'il fallait que je l'apprenne. Et il y a quand même une chose étonnante, c'est que si vous mettez 5 biologistes autour d'une table et vous leur posez cette question, vous avez 6 réponses et ils se foutent sur la gueule à la finale. Pourquoi ? Parce que le concept même de vivant, il existait dans l'Antiquité. Et c'était binaire, il y avait le vivant et le non-vivant. Avec cette idée qu'en plus, s'il y a des propriétés du vivant, s'il y a une propriété intrinsèque du vivant, il faut faire émerger cette propriété d'un monde qui ne l'a pas. Et ça, c'est ce que... Bon, il n'y a pas de génération spontanée, Pasteur a passé des années à le faire, mais on a essayé malgré tout à rester, mais ça c'est notre travers, dans une optique binaire où il n'y a que deux mondes, le vivant qui a une certaine propriété et le reste. Quand vous regardez dans Wikipédia ou dans n'importe quel bouquin de biologie, tous essayent de donner une définition du vivant, et de mon point de vue, elles sont toutes biaisées.
Elles sont biaisées parce que vous avez autoreproduction, autocatalyse, auto-ceci, auto-cela. Déjà, le propre du vivant, c'est qu'il n'est pas il n'est pas autonome. C'est qu'il faut soit absorber du CO2 pour les végétaux, soit nous, des ingrédients, etc. Vous coupez les rapports au reste du monde, ça ne s'appelle pas la vie, ça s'appelle la mort. Donc, le vivant n'est pas autonome. Moi, j'ai essayé, justement, pour le livre, et avec plein d'autres biologistes, de définir quand même une propriété qui unifie l'ensemble du monde vivant, la nature, comme on dit sur Terre. Je n'en ai trouvé qu'une. Et cette propriété, qui effectivement est spécifique à cette chimie particulière du carbone qui est le vivant, c'est à partir de l'ADN puis l'ARN, on ne va pas faire tout ça, via des molécules qu'on appelle les ribosomes avec des protéines, de transformer ce code génétique en des fonctionnalités de reins, des poumons, des machins, des trucs. Bon. Cette transformation-là, elle se fait dans des molécules. Et vous essayez après de calculer le nombre de bifurcations qu'il a fallu pour fabriquer ces molécules. Et vous dites, mais c'est dingue. Il a fallu, à chaque étape de cette évolution, s'adapter au contexte qui lui-même est évolutif, celui de la Terre. Donc, quand on dit on va faire des synthèses pour faire de la vie, mais c'est pour faire quoi ? On va faire des acides aminés, mais il n'y a pas de problème, il y a des acides aminés. Mais nous ne sommes pas que des acides aminés, nous sommes tout le reste. Et quand je dis nous, c'est nous au sens de toute la nature sur Terre. Donc, c'est effectivement ça la question majeure, c'est que de même que les gens cherchent de la terre ailleurs en disant simplement il faut être à la bonne distance de l'étoile parce que l'eau sera liquide, eh ben, les gens vont chercher une propriété de la vie qui n'en est pas une, genre autoreproduction. Il y a énormément de systèmes inertes qui ont de l'autoreproduction, y compris de la fusion nucléaire, qui ont de l'autoreproduction. Je vais être obligé de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. C'est absolument passionnant et fascinant. On vous applaudit tous les deux, évidemment, Jean-Pierre et Michel. On va prendre très rapidement une ou deux questions. Est-ce qu'il y a une courageuse ou un courageux qui veut se lancer ? Oui, monsieur, on vous donne tout de suite un micro et on écoute votre question. Bonjour. Merci beaucoup déjà. J'étais passionné par ce que vous avez raconté. Et moi, je pense que de toute façon, l'homme devra quitter la planète Terre un jour ou l'autre. C'est la question tarte à la crème, on va dire. Mais donc, déjà, il y a une étape vers Mars. Et pensez-vous qu'effectivement, dans la conquête de Mars, on arrivera à implanter une colonie humaine comme ce qu'on nous raconte à la télé, quoi. Michel Mayor vous répond. On va répondre des deux. Je crois qu'on le micro. On va se retrouver là. Comment dire ? Moi, je vais parler au-delà. Donc, parce qu'actuellement, c'est une affirmation qui est proposée par Elon Musk. Comment dire que Mars, c'est une première étape pour aller plus loin. Alors, comment dire ? D'abord, on n'est pas sûr qu'il y ait une planète rocheuse, tiède, adéquate pour la vie, avec de l'eau et tout. Admettons qu'on en trouve une à 30 années-lumière. 30 années-lumière, c'est vraiment une voisine. À l'échelle de la galaxie, c'est vraiment... Il faudrait avoir déjà de la chance. Et là, vous regardez, l'homme est allé sur la Lune en 3 jours. La lumière met 1 seconde pour y aller, en gros. Comment dire ? Eh bien, 30 années, c'est déjà 1 milliard de secondes. Donc, ce n'est pas un petit changement par rapport au voyage de la Lune. Donc, actuellement, je ne connais aucune méthode, aucune possibilité de faire un voyage de 1 milliard de secondes-lumière. Peut-être petite anecdote avec ma voiture. Je viens de passer 300 000 km après 20 ans de rouler. Comme ça. Non, mais c'est juste pour dire, comment dire, que simplement cette extrapolation... Vous avez fait 1 année-lumière en 30 ans ? Oui, j'ai fait une seconde-lumière. 1 seconde-lumière, oui, pardon. Donc, c'est juste pour dire que cette extrapolation de dire éventuellement on va aller faire une colonie à Mars, ça je vais laisser répondre Jean-Pierre, comment dire, mais l'extrapolation à une exoplanète voisine qui serait susceptible d'abriter, c'est du délire total, ce n'est pas de la physique. Ça ne tue pas la science-fiction, très bien, mais ce n'est pas de la physique. Jean-Pierre, vous avez 28 secondes avant qu'on rentre dans le thème. Oui, je suis triste parce que je pensais qu'on serait d'accord, mais en fait, on n'est pas d'accord. D'accord. Non, parce qu'il y a quelque chose de... C'est biaisé fondamentalement, cette histoire-là. Et c'est normal que ça vienne des États-Unis parce qu'ils sont contre Darwin. L'homme, comme tout le reste, est adapté à l'environnement dans lequel il est. Il a été construit par un d'elles. Donc, par définition, tout ce que vous avez est adapté à l'environnement. Et l'environnement, ce n'est pas simplement qu'il y a de l'eau liquide, c'est tout le reste. On ne peut pas, c'est le fameux concept de terraformation. La terraformation ne peut pas exister. On ne peut pas faire de Mars un environnement qui est celui que la Terre a mis 4,5 milliards d'années à fabriquer. On peut aller sur Mars, moi je pense qu'on ne le fera pas d'ailleurs, pour un certain nombre de raisons. On peut concevoir d'aller sur Mars, mais on vivra dans des bidons faits d'atmosphère terrestre,
exactement comme dans un avion ou sur la Lune. Merci de nous faire rêver, Jean-Pierre. On va quand même prendre une dernière question, monsieur. Allez-y. Pouvez-vous parler de l'importance de le champ magnétique de la Terre? La réponse est oui, je peux en parler. Oui, il le peut. Oui, le champ magnétique terrestre a été essentiel, surtout dans le début de son histoire, en particulier par rapport à Mars. Si Mars a vu son atmosphère disparaître, et tous les gaz à effet de serre disparaître d'un coup, c'est pour ça que l'atmosphère de Mars est devenue si faible, mais que tout a été viré de la même manière, c'est pour ça qu'il y a autant de CO2 de N2 que sur Vénus, en relatif. Ça a été essentiel pour la Terre d'avoir un champ magnétique qui a protégé la Terre de l'influence de beaucoup de choses qui venaient du Soleil, le vent solaire et même des particules de rayonnement cosmique solaire. Donc le champ magnétique est essentiel. Mais là où c'est intéressant justement, c'est d'où vient ce champ magnétique, en quoi ce champ magnétique est... La plupart des objets ont des champs magnétiques un certain temps, mais la maintenance d'un champ magnétique résulte de propriétés de la Terre très particulières, parce qu'il faut de la convection à l'extérieur. Enfin bon, bref. Donc on pourrait en parler longuement, mais oui, le champ magnétique est très important dans l'évolution de la Terre, et l'a été pour le climat, mais aussi probablement pour l'évolution chimique à la surface. Et deux, la caractéristique du champ magnétique terrestre est incroyablement singulière à la Terre. Merci encore, messieurs. Si vous souhaitez prolonger le plaisir de la discussion avec Jean-Pierre Bibring, il va dédicacer tout de suite son livre « Seul dans l'univers de la diversité des mondes » à l'Université de la vie. Vous avez l'air surpris, mais oui, c'est prévu. Allez, on se retrouve quant à nous dans quelques instants. On peut les applaudir à nouveau pour parler de matière noire. À tout de suite.